go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. We'll see a pickup come down the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 42e épisode du Faceful Podcast. Après le tour d'horizon de l'effectif et des joueurs dont on attendait un petit peu en pré-saison, c'est-à-dire des joueurs qui seront principalement remplaçants, on va parler un petit peu plus des stars, de ce qu'ils ont fait de leur été, de ce qu'on attend d'eux pour la saison 2023, et on va également faire notre petit pronostic, notre liste des 53. Et pour m'accompagner sur ce podcast, Kevin et Gonzague. Salut les gars. Salut. On a déjà vu un match de pré-saison, une défaite très large contre les Raiders. On va peut-être y revenir quelques secondes, mais rien de bien méchant. Juste pour parler peut-être de certains joueurs qui ont déçu ou qui ont confirmé. D'abord, je vais poser la question à Gonzague, puisque Gonzague n'était pas là la semaine dernière. Gonzague, qu'est-ce que tu as pensé un peu en global de l'intersaison des 49ers ? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont interpellé ? Est-ce qu'il y a des choses dont tu as envie de parler ? C'est toujours très difficile de parler d'une intersaison parce que nous sommes en plein dans la période où tout le monde est beau, tout le monde est magnifique, tout le monde est gentil et tout le monde fait le meilleur pré-saison de sa carrière. Donc il y a beaucoup de bluff là-dedans. C'est toujours très difficile d'en parler, mais on a quand même quelques échos avec des joueurs qui ressortent favorablement, notamment Tyrese Price au poste de running back qui semble faire un très bon camp d'entraînement. À l'inverse, on a un Cameron Latou, notre rookie de 3e tour, qui a l'air d'être complètement perdu, dépassé par l'enjeu. Je ne sais pas s'il y a un côté mental par rapport à ça. Il a d'ailleurs complètement raté son match face aux Raiders avec un fumble pas piqué des hannetons, comme on dit chez moi. Et en plus de ça, il semble avoir de très gros problèmes à l'entraînement. Donc voilà, globalement, il en ressort que Purdy sera notre quarterback numéro 1. Ça me paraît évident aujourd'hui. Beaucoup d'attentes autour de McCaffrey pour l'idée cette équipe et un Deebo Samuel qui a l'air très revanchard. Je rebondis complètement sur ce que vous avez dit la semaine dernière lors de l'émission le concernant. Voilà, donc plutôt des échos favorables. Par contre, point d'interrogation parce qu'il n'y a pas d'image de notre point d'interrogation principal de l'intersaison, à savoir Colton McKivitz. Ça semble être complètement un point d'interrogation. On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que c'est favorable ? Est-ce que c'est défavorable ? On ne sait pas. Donc voilà. Comme d'habitude, comme beaucoup, pas grand-chose à penser dans la mesure où on est quand même soumis à beaucoup de bluffs dans les articles qu'on est amené à lire. Et on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler des joueurs principaux. Je pense qu'on a déjà parlé, on va commencer évidemment par le commencement, le poste de quarterback. On a déjà assez parlé, je pense, de Trey Lance et de Sam Darnold la semaine dernière. Donc on va parler de celui, comme tu l'as dit, Gonzague, qui devrait être le titulaire, qui sera le titulaire. Il n'y a pas vraiment de surprise là-dessus. Brock Purdy. Kevin, quelle est ton attente principale pour Brock Purdy en 2023 ? Dire sky is the limit sur ce qu'on a vu la saison dernière, sur ce qu'il a montré, on se demande jusqu'où il peut aller. Le point d'interrogation, évidemment, c'est est-ce qu'il va être bien remis de son épaule ? Les échos qu'on a du coaching staff sont excellents. Les échos qu'on a du terrain sont un peu moins excellents, mais en même temps, j'ai envie de dire qu'il joue tous les jours face à la meilleure défense de la ligue. Donc, c'est aussi une bonne nouvelle s'il y a une ou deux interceptions de temps en temps. Maintenant, oui, on attend que ça soit le quarterback numéro 1 parce que de ce qu'on a entrevu cette semaine de Trey Lance et Sam Darnold, vaut mieux que Brock Purdy, ça se passe bien, sinon ça pourrait se compliquer. Mais moi, j'ai toute confiance en Brock Purdy. Il nous a montré qu'il avait l'étoffe pour leader une équipe. Gonzague ? Et là, ça va être sport, hein, parce que on dit toujours qu'au niveau des quarterbacks, la deuxième année pour un quarterback professionnel, c'est la plus importante. Je pense que cette expression n'a jamais été aussi vraie que pour Purdy, car il va être très attendu. Il a 2 quarterbacks établis derrière lui. Il joue dans une franchise où on connaît le degré d'exigence inouï des supporters à ce poste-là, avec également toute la charge historique qu'il y a à ce poste-là au sein de cette équipe. Donc ça va être l'année de la pression. Beaucoup d'attentes. On ne l'attendait pas l'année dernière, maintenant il est attendu, ça fait toute la différence. Donc c'est là où on va voir s'il a vraiment le cran pour l'idée cette équipe. Après, moi je m'en fais pas. Je suis comme Kevin, je m'en fais pas du tout parce que il m'a l'air très intelligent. Il a la tête sur les épaules et il pète pas plus haut que son cul, comme on dit chez moi. Donc c'est
pour moi, c'est des éléments pour moi très favorables pour pouvoir leader cette équipe. Je suis très confiant. Ouais, je suis d'accord avec vous dans l'ensemble. Après, moi, j'attends pas forcément sky is the limit. J'attends surtout une confirmation de ce qu'on a vu en fin de saison dernière, parce qu'il revient de blessure, je m'attends pas en fait à ce qu'il explose, je m'attends pas à ce qu'il soit MVP, qu'il fasse une saison à la Patrick Mahomes, parce que déjà c'est pas son jeu, et surtout parce qu'il revient de blessure et parce qu'on n'a pas forcément besoin de ça avec notre effectif. On a besoin d'un mec qui tient bien le ballon, qui fait pas d'erreurs principalement. Après, derrière, s'il peut exploser, s'il peut faire des jeux, s'il peut nous faire gagner des matchs dans les moments chauds, on va prendre. Mais dans l'ensemble, j'attends surtout qu'il revienne sérieusement de blessure et que surtout, sur toute l'année, on n'ait pas d'inquiétude. Qu'on n'ait pas de moment où on voit que son coude peut flancher, qu'on n'ait pas de moment où on voit que son mental peut-être peut flancher. J'ai envie juste qu'il soit solide. Il aura peut-être un match ou deux où il sera moins bon et ce sera aux autres joueurs de prendre le relais. Mais dans l'ensemble, j'ai surtout envie qu'il confirme surtout ce qu'il a fait en fin de saison dernière, à savoir qu'il est capable d'emmener cette équipe vers la victoire, avec l'aide évidemment de tous ses coéquipiers. La suite, ce serait le poste de running back, évidemment Christian McCaffrey, auteur d'une arrivée tonitruante, d'une fin de saison en boulet de canon, peut-être le meilleur running back de la ligue, en tout cas sûrement, très certainement le plus complet. Gonzague, Christian McCaffrey en 2023, explosion, encore plus, leader de l'attaque. Alors, leader de l'attaque, oui, espérons-le. Explosion encore plus, je ne vois pas ce qu'on peut aller chercher de supplémentaire chez lui. Je pense que le taf est déjà suffisant. La seule chose que je lui demande, l'unique, c'est qu'il ne se blesse pas. On connaît son antécédent blessure, je pense que personne ne l'a oublié. On a eu la chance d'avoir un joueur en bonne santé toute la saison dernière. On sait que c'est très rare d'avoir 2 saisons consécutives sans blessure importante de la part d'un joueur majeur. Croisons les doigts que ça n'arrive pas à McCaffrey. Voilà, moi je lui demande juste d'être au niveau de l'année dernière. Je lui demande pas plus. Et le reste devrait suivre. Kevin ? Ouais, même chose. On espère qu'il se blesse pas. Alors, je dis pas qu'il doit absolument éviter toutes les blessures. On se doute à ce poste-là, il y aura des petits pépins, un petit match manqué par-ci par-là. C'est pas catastrophique. On a normalement un corps de running back derrière lui qui est capable de prendre un relais correct pour un match ou deux, mais espérons qu'il se refasse pas un genou, qu'il se refasse pas des blessures comme ça qui vont nous le faire perdre pour toute la saison. Après, s'il est sur le terrain, ça va rester CMC. Il va faire des camions yards, il va faire des touchdowns, il va peut-être même en lancer, puisqu'il nous a montré la saison dernière que je suis pas inquiet, mais oui, la santé avant tout. Et justement, en ce sens, moi je dirais même encore plus, c'est qu'on sait que c'est un poste à blessure. Je m'attends même pas à ce qu'il soit. Enfin, il va être extraordinaire s'il est sur le terrain parce que c'est ce qu'il est. Mais je m'attends surtout à ce qu'il arrive en pleine possession de ses moyens au moment des playoffs. L'objectif, il n'est pas évidemment, c'est pas la qualification en playoffs, c'est l'après. Moi, c'est vraiment parmi tous les joueurs de l'effectif, celui que je veux le plus en forme au moment où on va mettre les pieds sur le terrain pour le premier match de playoff. Je veux qu'il soit dans une forme olympique, je veux qu'il soit dans une bonne lancée et qu'il n'ait aucun, comme vous l'avez dit, aussi souci de blessure. Après, et puis l'avantage, c'est que je regardais un petit peu ses stats sur ses premières saisons. Je me disais, est-ce qu'il est capable de refaire une saison à 2 fois milliard, 1000 à la réception et 1000 à la course? En fait, finalement, on s'en fout, quoi, parce que Carolina, c'était le seul mec qui avait dans toute l'attaque, donc au final, il était un petit peu forcé de faire tout. Là, chez nous, au final, il y a tellement de monde autour qu'on s'en tape un peu, quoi. Après, on fait un peu l'épice froide, si je peux me permettre l'expression, mais évidemment, s'il peut nous faire une saison sur le terrain et être exceptionnel, et pourquoi pas aller chercher un MVP qui serait le premier depuis Adrian Peterson à ce poste-là, ça serait incroyable. Évidemment, si on peut s'enflammer sur une saison exceptionnelle comme ça, let's go, il en est capable, donc espérons-le. Mais après, moi, j'aimerais bien en effet que la charge ne soit pas trop importante non plus pour lui, qu'on ait l'occasion de voir d'autres joueurs. Je rejoins complètement Olivier la semaine dernière, où j'avoue qu'au niveau complémentarité et dans un certain jeu que j'apprécie, j'aimerais beaucoup voir davantage Jordan Mason prendre davantage de snaps, ce qui permettrait de répartir la charge et d'avoir, entre guillemets, un comité de coureurs très équilibré avec chacun des qualités très spécifiques. Ça serait vraiment, je pense, très intéressant et ça ajouterait un peu à notre panoplie de jeu encore des armes supplémentaires face à des défenses qui ne savent déjà pas où donner de la tête face à nous. Et justement, c'était ma question suivante. Est-ce que, du coup, Gonzague t'y a répondu. Est-ce qu'on attend quelque chose des autres running backs de l'effectif? Parce que moi, personnellement, et comme tu en as parlé, comme Olivier en a parlé, et comme j'en ai aussi un petit peu parlé, j'ai un amour fou pour Jordan Mason. J'attends aussi qu'il soit ce complément dans un style très différent, qu'il soit aussi, pourquoi pas, que sur les troisièmes, même pas sur les troisièmes, mais sur les trucs à 1 ou 2 yards du touchdown en red zone, Christian, tu vas t'asseoir sur le banc et c'est Jordan qui va tout droit dans le tas, quoi. Parce que non seulement
seulement c'est sa qualité première d'être très puissant et d'enfoncer des défenses, mais parce que c'est aussi, ces jeux-là, c'est des jeux à risque, et on en a parlé. Christian McCaffrey est sensible aux blessures et n'a pas non plus un physique très imposant. Donc si on peut éviter en plus ces jeux-là à risque et mettre un mec dans sa spécialité, ça m'arrange. Kevin, quelque chose à rajouter sur les coureurs ? Ouais, on parle pas d'Elijah Mitchell, mais si c'est un gars en bonne santé, il est toujours capable de fournir. On l'a vu l'année dernière quand on avait les deux têtes. Souvent, McCaffrey sortait à la mi-temps quasiment et Mitchell prenait le relais. On voyait quasiment aucune différence. Donc espérons que Mitchell se trouve enfin le chemin de la bonne santé aussi. D'ailleurs, Gonzague, tu as quelque chose à dire sur la nouvelle blessure d'Elijah Mitchell ? On en a un petit peu parlé la semaine dernière. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? T'es surpris, toi ? Pas tant. Bah voilà. Non, mais c'est dramatique. C'est-à-dire que c'est un joueur au talent monstrueux. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais il est fait en cristal, quoi. Donc, on va compter sur la dizaine de snaps qu'il fera dans la saison. Il va choper 7 yards par course. Et on en sera déjà très content lorsqu'il sera sur le terrain. Mais je ne me base pas sur lui, malheureusement, pour aller chercher le titre, parce que on sait qu'il va être pété à un moment donné de la saison. On le sait. Restons sur les backs, même si c'est pas forcément le joueur dont on parle le plus, mais moi je l'aime, on le sait. Est-ce qu'on attend quelque chose d'autre de Kyle Juszczyk à part le fait qu'il soit absolument fantastique ? Bah, on attend qu'il fasse son travail de l'ombre et qu'il claque une réception tous les 3 matchs et que tout le monde soit très heureux de ça. Donc c'est tout. Juszczyk est immortel. Il sera aussi bon que l'année dernière. Il sera pareil dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Offrez-lui un contrat à longue durée et on n'en parle plus. Joueur suivant. Dans 20 ans, je sais pas, mais... Mais s'il y a 53 ans, il va t'enfoncer des défenses, t'inquiète pas. Non, il est fabuleux. Il est fabuleux. Il mourra avec son poste, vu que c'est le dernier représentant quasiment. Exactement. Non, toutes les équipes en ont un, mais elles les utilisent pas. Au niveau des receveurs, bon là, Gonzague t'en a parlé un petit peu. J'ai envie de commencer par Deebo Samuel, parce qu'on le sait, il avait été extraordinaire il y a 2 ans. La saison dernière a été un peu moins forte, même si au final, quand tu re-regardes vraiment plus précisément, il y a quand même de très belles choses, notamment ces matchs face aux Rams qui restent encore ses victimes favorites. Est-ce qu'on attend un rebond de Deebo Samuel, Kevin ? Bah, évidemment qu'on attend un rebond. L'année dernière, c'était quand même assez insuffisant. Surtout qu'il avait ce poste de receveur 1 qu'il n'a pas du tout assumé au final. Oui, il y a Brandon Ayuk qui sort du lot et qui fait un peu oublier ça, mais si on n'avait pas eu un deuxième receveur comme Brandon Ayuk, je ne sais pas de quoi aurait eu l'air notre attaque aérienne, côté receveur évidemment. Donc évidemment qu'on attend un rebond. Après, il est moins indispensable qu'il ne l'était par exemple l'année dernière, puisque McCaffrey est arrivé et qu'il est un peu dans un registre similaire. Mais évidemment qu'on a besoin d'un Deebo Samuel comme il y a 2 ans pour aller au bout cette année. Gonzague ? Oui, bah, Kevin a tout dit. C'est exactement ça. On attend de lui un véritable rebond. Et les premiers échos qu'on a et sur le caractère qui sont montrés, c'est aller en ce sens. Donc, j'y crois. Et est-ce qu'on attend d'avoir enfin ce monstre à 2 têtes avec McCaffrey dont on a tant parlé l'année dernière ? Oui. Si les étoiles s'alignent, oui, on peut l'avoir. Il n'y a pas de raison. Entre un Samuel concerné et un McCaffrey en bonne santé, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et un Deebo en bonne santé aussi, parce qu'au final, il est peut-être un peu moins fragile que McCaffrey, mais c'est quelqu'un qui se blesse aussi énormément. Donc les deux ont un peu les mêmes points d'interrogation au-dessus de la tête. En bonne santé, ça va être incroyable. Sinon, on va s'en mordre les doigts. Un autre joueur qu'on espère évidemment voir toute la saison en bonne santé, c'est Brandon Ayuk, qui n'a cessé de progresser depuis son arrivée dans la ligue. Ça va être sa 4e saison, si je ne dis pas de conneries. Et il sort d'une saison absolument extraordinaire l'an dernier. Kevin, Brandon Ayuk, ça y est, c'est la saison où il devient, en tout cas la pure réception. Est-ce que c'est la saison où il devient numéro 1 ? Bah, d'après moi, oui, il commence cette saison-là en tant que receveur numéro 1. Et au-delà de ça, j'attends de lui qui s'impose à l'échelle de la ligue comme un top 5, top 8 de receveurs à son poste, que ça soit quelqu'un que tout le monde sait, ok, c'est le receveur des 49ers. Ce gars-là fait du 1100, 1200, 1300 yards par saison. C'est ce genre de joueur qu'on attend qu'il devienne, et de ce qu'on entend au camp, c'est vers ça qu'il commence à s'orienter. Déjà l'année dernière, on avait eu des échos incroyables qui s'étaient confirmés, et cette année, c'est qu'il y a absolument tous ses coéquipiers ont loué ses progrès. Donc oui, c'est ça qu'on attend, un vrai receveur numéro 1 et un top receveur de la ligue. Surtout, là, je vais dans ton sens. En plus, bon, évidemment, c'est souvent des extraits choisis, mais les peu de vidéos que j'ai vues du camp d'entraînement des 49ers, sur les actions de passe, quel que soit le quarterback qui lançait, le ballon avait l'air d'aller tout le temps vers Brandon Ayuk.
tout le temps, le ballon avait l'air de se diriger vers Ayuk. Et puis c'était déjà un des meilleurs receveurs de la ligue pour créer de la séparation. Et de ce qu'on voit dans les camps, face à pas n'importe qui en plus, il en crée encore plus. Donc j'ai hâte de voir ça en match. Et Gonzague, le 3e larron, Ja'Wuan Jennings, peut-être une saison un peu moins impressionnante enfin un peu plus régulière, mais il n'y a pas l'équivalent du match contre les Rams d'il y a 2 ans pour souligner ça. Est-ce qu'on continue avec le même Ja'Wuan Jennings, à savoir un vrai numéro 3 superstar lanceur d'armes? C'est tout le paradoxe sur Jennings, c'est que j'espère qu'on ne le verra pas trop. Parce que si on le voit trop, ça veut dire qu'on a un de nos 2 top receveurs qui sous-performe. Donc j'attends de lui qu'il soit bon dans sa spéciale, c'est-à-dire 3e tentative, 3e et 10, il va nous chercher le first down. Voilà, c'est là où je l'attends. Mais si on est encore en cours de saison en train de débattre si Jennings est notre véritable receveur numéro 2, c'est que je pars du principe que l'un des 2 premiers qu'on a cités sous-performe. Donc j'espère vraiment qu'on n'aura pas trop à parler de lui. Ce sera plutôt une bonne nouvelle, je pense, dans l'ensemble au niveau du corps. Kevin? Je vais faire une analogie assez simple. J'attends qu'il soit notre Tyler Boyd. C'est ça. Un receveur numéro 3 qui explose quand on lui demande, mais qui joue le moins possible. Un petit mot pour les autres receveurs, où on avance? Je pense qu'on peut avancer, non qu'est-ce qu'on peut dire de Ronnie Bell, qui a été mis très en avant lors du match face aux Raiders? J'ai bien aimé. Ouais. Très intéressant. J'ai bien aimé son match. T'étais pas le premier fan, Gonzague, quand on en avait parlé après la draft. Moi, je connaissais pas énormément, mais j'aimais bien le peu que j'avais vu à Michigan. Là, j'ai trouvé son match plutôt intéressant. Je trouvais qu'il était là au bon moment. Il a une grosse erreur qui coûte l'interception de Brandon Allen, il me semble, où le ballon est dans ses mains, il le relâche. Mais à part ça, dans l'ensemble, j'ai trouvé intéressant. Je l'ai trouvé aussi intéressant sur ses retours de coups de pied. C'est vrai. Et il postule clairement pour le rôle de numéro 4, puisqu'il semble avoir pris l'avantage sur Willie Snead ou Chris Conley. Et Danny Gray, on ne l'a absolument pas vu encore une fois. Donc clairement, il se place avec la blessure de Ray McLeod, ouais, il peut se placer comme un vrai 4 en attendant le retour de McLeod. Pour moi, bien que 7e tour, il vient d'assurer sa place dans les 53. Je suis d'accord. Petit spoiler, il vient de l'assurer sur ce match-là. Il a vu, en fait, je trouve face aux Raiders, on a vu ses qualités connues et on a vu également ce que j'avais évoqué lors de la présentation du joueur, c'est-à-dire que il n'est pas inintéressant au niveau des tracés. Je le trouve plus. Par contre, il a une démarche chaloupée que je trouve extrêmement bizarre. Oui, il court bizarrement, oui. J'en avais parlé lors de la présentation du joueur. Je trouve, je sais pas, il danse sur le terrain. Moi, je me dis, s'il prend des tampons, ça risque de lui faire très mal à lui. Son drop, j'ai envie de dire, c'est son premier match NFL. J'ai envie de l'oublier. On passe à autre chose. Comme on passe à autre chose sur l'ensemble de ce match, que je pense qu'on n'a pas grand-chose à commenter en tant que tel. Voilà. Mais premier match, moi, qui est vraiment taillé du sucre sur lui, je l'ai trouvé intéressant. Merci de m'avoir mis à défaut là-dessus et qui continue en ce sens parce que c'est voilà. En tout cas, il s'est vraiment montré disponible. Il a su créer la séparation. Et ça, c'est important pour un joueur rookie. Très bon tracé. On va parler maintenant de la mascotte, de l'âme, je pense, de cette attaque, à minima, si ce n'est de cette équipe, George Kittle. Gonzague, George Kittle, est-ce que Qu'est-ce qu'on attend encore de George Kittle, en fait? C'est ça surtout la question, c'est qu'est-ce qu'on attend de plus de George Kittle? Je dois être sacrément redondant pour nos auditeurs parce que j'ai envie de faire une réponse quasiment proche de celle de McCaffrey. J'attends rien de plus, juste fais déjà pareil et c'est déjà énorme. Te blesse pas, fais la même production que l'année dernière. Si les autres suivent et qu'on n'a pas trop de blessures, ça suffira. Si tu fais mieux, évidemment, on crache pas dans la soupe. Hein. Évidemment, on est preneur, mais arrive déjà à produire autant et ce sera déjà énormissime. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Exact. La même chose, on attend qu'il ne se blesse pas avant tout. Il est déjà blessé en ce moment. Donc espérons que ça soit pas le début d'une mauvaise spirale pour lui. Mais sinon, il va faire du George Kittle, il va être le 5e lineman quand on en a besoin, il va être incroyable. Et puis quand on en aura besoin dans les dernières minutes d'une réception magique pour aller gagner un match, c'est encore lui qu'on va aller chercher. Donc let's go, prêt pour une nouvelle saison magnifique et prêt à prendre beaucoup de plaisir à regarder George Kittle jouer. Et en plus, j'aimerais juste rajouter, j'ai envie de voir, comme vous, la continuité et surtout la continuité et l'amélioration encore de la belle promesse de la relation Purdy-Kittle qu'on a vue en fin de saison dernière.
Parce qu'il semblait se trouver les yeux fermés et c'était super à voir. Le peu qu'il a joué, là, c'est vrai qu'avec Brock Purdy, ça avait l'air de marcher quasiment les yeux fermés. Donc, Mais parce que je pense qu'il a un jeu qui fonctionne pour Brock Purdy. Trey Lance, c'est un big play guy, c'est un mec qui va chercher des mecs loin, avec ou sans succès, plus sans succès pour l'instant de ce qu'on a vu. Brock Purdy, ça va être plus un joueur de petit jeu qui a besoin de s'appuyer sur un tight end dans l'espace moyen. Et donc, dans ce cas-là, avoir un tight end comme George Kittle, bah, c'est du sucre, quoi. C'est exactement ça. C'est un jeu trop vertical, Trey Lance. C'est pas possible. Les autres tight ends, est-ce qu'on a un mot à dire, à part que Cameron Latou a été catastrophique en pré-saison? et que Ross Dwelley a claqué le seul touchdown de la saison des 49ers. La chatte, sans déconner. Le flair, on appelle Le ça flair, le exactement. flair. Et les mains, les mains, il les rattrape, plaque. Voilà. Alors, exactement. Eh ben, je suis complètement team Kevin là-dessus, parce que revoyez l'action en vitesse réelle. Honnêtement, faut les mettre les mains à ce moment-là. Donc, je connais plus d'un joueur NFL qui te l'aurait droppé celle-là. Je connais plus d'un joueur NFL qui aurait été dos à l'action déjà. Exactement. Donc, non, Ross Dwelley, je l'assume, je le dis, je le redis, je le répète, gravez-le, cher auditeur, dans votre tête. Ross Dwelley est notre tight end numéro 2. Merde, point, final, fermez l'émission. Moi, je mets au défi n'importe qui nous écoute de retrouver une action gâchée par Ross Dwelley dans sa carrière au 49ers. Je le mets au défi. Après, l'avantage, c'est que pour retrouver, s'il y a un highlight de Ross Dwelley, la vidéo, elle dure 2 minutes 30. Donc, pour le coup, c'est même pas des highlights, c'est toutes les fois où il a été sur le terrain. T'es dur, il y a quand même 1 à 2 touchdowns par saison. Oui, c'est ça. Pour un tight end 2 ou 3, c'est quand même très bien. C'est pas mal. La ligne offensive, là, on va rentrer dans le vif du sujet. On finira par la vraie question. On va commencer par les évidences. La première évidence, Trent Williams. Bon, écoute, on va faire comme avec Kittle, on va faire comme avec McCaffrey. Je pense, vous coupez-moi si je dis une connerie, ne te blesse pas, continue à être extraordinaire. Oui, non, c'est moi ça. je le garde pas dans mes 53. Non, mais Ouais, alors c'est ouais. ça, mais avec un point de vigilance que je dirais presque plus important pour Trent Williams, parce qu'attention, il commence à avoir son âge. Donc, c'est vrai que tant qu'on perd pas, on joue, hein. Mais il y a bien un moment où il va commencer à régresser, le bonhomme. Ça reste un être humain, malgré tout, hein. Même si je pense que s'il nous en colle une dans la figure, on a la tête qui dévisse, mais ça reste un être humain, quoi. Donc, voilà, je pense que si il faut s'appuyer sur lui pour aller chercher un Super Bowl, il faut le faire cette année. D'ailleurs, je ne serais pas contre que Kyle se décide enfin à recruter un vrai remplaçant à ce poste-là, à développer, parce que si on perd Trent Williams ou si sa production drop, on va se retrouver Mais je pense avec Jalen Moore. Donc. Je pense que quelle que soit notre position à la fin de la saison, la draft le premier tour de la draft de l'année prochaine doit être dédié à un tackle, que ça soit parce que McKivitz n'a pas satisfait et pour un tackle droit, ou même pour préparer l'avenir d'Aaron Trent Williams parce qu'il va pas en rajeunissant. Amen. L'intérieur de la ligne, j'ai envie de combiner, je sais pas pour vous, j'ai envie de combiner Aaron Banks et Jake Brendel. Je trouve qu'ils ont la même situation dans le sens où ils ont été titulaires et ils ont joué tous les snaps. Ils ont été plutôt bons pour leur première saison, même très bons pour leur première saison en tant que titulaire. On attend de la continuité aussi pour eux. Oui, on a sorti 2 très bons linemen du chapeau de Kyle Shanahan. Donc, continuons comme ça. On avait très peur, honnêtement, il y a 1 an. Aujourd'hui, on s'avance beaucoup plus en confiance grâce à eux. Donc, espérons que ça continue. Oui, c'est ça. J'attends des performances comparables avec, si possible, un Aaron Banks qui gagne encore du galon. Brendel, comme vous le savez tous, j'attendais déjà pas grand-chose de lui à la base et il nous a tous très agréablement surpris. Donc, déjà qu'il réitère, ce sera déjà énorme. Mais Aaron Banks, là, je pense qu'il est vraiment dans une période de sa carrière où s'il faut aller chercher une marche supplémentaire, c'est peut-être le moment d'aller la chercher. Donc, contrairement à ce qu'on a dit sur les autres joueurs stars, lui, pour le coup, je pourrais en attendre encore davantage. Qu'il se montre comme étant un des meilleurs gardes gauche de la ligue. Après, il est pas obligé de trop progresser. On a assez de gros contrats à donner un peu partout dans l'effectif. S'il veut ne pas trop progresser, c'est aussi acceptable. Oui, c'est c'est vrai. C'est ce qu'il a fait l'année dernière et qu'il est juste un top 10, top 15. On va avoir quelques mecs à re-signer, ouais, putain. Quand on va devoir re-signer Ayuk et Hufanga, en plus de Bossa, ça va nous faire tout drôle. J'ai voulu les mettre tous les deux parce que j'ai envie de séparer Burford de ça. Parce que Burford a beaucoup, si tu revois un petit peu la saison, beaucoup partagé le poste avec Daniel Brunskill, même si c'était lui le titulaire. Est-ce que, enfin, moi, de mon côté, ma grosse attente pour Spencer Burford, c'est que ça y est, c'est bon, cette année, je fais tous les snaps. À part blessure, évidemment, mais là, il n'y a plus de partage de poste. De toute façon, Brunskill n'est plus là.
j'ai plus envie de me dire qu'on met un John Feliciano pour quelques snaps ou quoi. Moi, c'est bon. Spencer Burford, c'est ton poste et tu n'en bouges plus. Ah bah complètement, parce que quand on regarde en plus les stats de Pro Football Focus, on se rend compte qu'en fait, bien qu'on ait donné du crédit à Burford parce que c'était sa saison rookie, c'était un joueur surprenant, 5e tour qui avait pris une place de titulaire, blablabla, la réalité des choses, c'est que si on regarde juste d'un point de vue stat, il n'a pas été meilleur que Brunskill. Donc, en soi, lui, pour le coup, on est obligé d'attendre de lui davantage s'il veut pérenniser sa place de titulaire. Sinon, s'il y a un joueur qui pourrait être en danger sur cette ligne offensive autre que le cas particulier de McKivitz, c'est lui. Il faut vraiment maintenant qu'il soit capable d'enchaîner les snaps et à un niveau suffisamment élevé pour que sa place ne soit pas mise en doute. Donc là, il y a de grosses attentes sur lui. Faut qu'il augmente son jeu. Est-ce que, moi je suis un peu moins spécialiste de ligne offensive, est-ce qu'un Jason Poe pourrait passer côté droit et venir donner un coup de main s'il y avait un problème? Alors, j'aime beaucoup Jason Poe, mais pour moi, il est encore un peu trop juste. Et pourtant, je suis un de ses premiers supporters, mais je le trouve encore trop juste. C'est un petit gabarit, donc pour le coup, c'est vrai que c'est un jeu différent et je le trouve encore un peu trop frais pour prendre vraiment une place dans la rotation pour l'instant. Et même question pour un Nick Zakelj, c'est un peu les deux noms qui ont Nick légèrement Zakelj, surnagé de la ligne offensive face aux Raiders. Nick Zakelj plus, mais dans l'idée, j'ai pas envie. Parce que j'ai envie que Burford, ça marche. Je pense que Burford est quand même au-dessus. Mais Nick Zakelj, dans l'idée, pourrait. Je pense. Alors, dans l'idée, oui. Mais alors, j'étais le premier à défendre Zakelj parce que ce joueur m'intriguait, parce qu'il était suivi depuis le lycée par les 49ers et parce que, en gros, tout son cursus a été passé à la loupe par les scouts des 49ers avant sa draft. Mais la réalité de la chose, c'est que, on a du mal à situer vraiment son poste préférentiel. Est-ce un garde? Est-ce un centre? Et surtout, Zakelj, il nous a sorti un match immonde face aux Raiders, où on n'a pas vu le même match, les enfants, là. À la limite, le mec qui a été le plus solide contre les Raiders, je dirais que c'est John Feliciano. John Feliciano, sur le peu que j'ai vu, parce que j'ai vu que la deuxième mi-temps du match, mais j'ai regardé les highlights, les moments où les fois où on voit les sacs sur Trey Lance, les 4 à la suite quasiment, là, ou les 4 qu'il a pris, c'est pas Feliciano qui se fait prendre à défaut. Feliciano, il a son joueur et son joueur, il avance pas. C'est le défaut, il est ailleurs. Ouais, alors j'ai plus nécessairement le joueur en tête sur les sacs en question. Moi, je pense vraiment sur un ensemble. Moi, j'ai trouvé Zakelj vraiment très passoire, quoi. Notamment lorsqu'on l'attaquait par l'intérieur. Donc, j'ai envie de dire, là, pour le coup, voilà, typiquement un joueur sur lequel on pourrait être amené à s'interroger sur les 53 au final. Ok. Je m'interroge, moi. Ok, et bon, maintenant on va parler du cœur de la question. Kevin, on a déjà bien parlé la semaine dernière. Colton McKivitz, qu'est-ce qu'on attend? Moi, personnellement, ce que j'en attends de Colton McKivitz, c'est qu'il fasse pas trop de conneries. Ça pourrait paraître un petit peu dur, mais je veux qu'il tienne le poste, parce que même si je suis pas le premier défenseur et je suis pas celui qui y croit le plus, j'espère vraiment qu'il va me donner tort, et qu'il va tenir le poste, pas aussi bien que McGlinchey, parce que ça va être compliqué, mais qu'il soit à minima très correct. Gonzague? Écoute, moi, comme j'avais exactement le même avis que toi à un moment donné, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire que Shannon voit quelque chose que nous, on ne voit pas. Donc, j'ai vraiment envie d'y croire. Par contre, c'est un coup de poker, mais un vrai coup de poker, c'est all-in. Pour 2 raisons. La première, c'est que c'est quand même un pari extrêmement risqué puisque la base des fans voulait qu'on allait chercher un tackle à la draft. Et l'autre chose, c'est que si derrière, on a Trent Williams et McKivitz qui se blessent, imaginez ce scénario catastrophe, on a qui derrière en fait? On en revient. Non, mais Moore. Non, mais Jalen Moore, tackle droit ou tackle gauche, il a sa place nulle part en fait. Mais non, mais Jalen Moore, c'est une catastrophe. Donc, non, mais c'est ça que je veux dire, c'est que j'espère pour nous tous qu'il va faire bon ou pas bon, c'est pas la question. J'espère pour nous tous qu'il va faire 100% des snaps de la saison. Vraiment. Parce que sinon, on a un problème. Mais ça, les histoires de blessures sur la ligne offensive, c'est le cas pour toutes les équipes. Il n'y a personne qui a 2 lignes offensives titulaires. Si tu perds un titulaire sur la ligne offensive, t'es plus que dans la mouise. C'est pareil pour tout le monde à ce niveau-là.
Ouais, mais à la limite, si on a un mec à l'intérieur qui se blesse, on a un backup, comme on en a parlé, en Feliciano. Je pense qu'il peut tenir les 3 postes à l'intérieur en cas de souci. Là où Gonzague a un point, c'est que sur l'extérieur, on n'a personne, quoi. On n'a personne pour tenir le poste, que ce soit sur une blessure longue et sur du coup le reste de la saison. Mais je pense que même sur un demi-match ou un match entier, personne ne tient le poste, hein. Parce qu'on est dans une ligue qui donne tellement d'importance aujourd'hui au edge rusher que chaque équipe a quasiment chaque équipe a un top edge rusher. Et s'ils voient un Jalen Moore sur leur côté, ils vont pas hésiter à y aller, mais comme des porcs, quoi. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour en tout cas pour l'attaque. On va passer à la défense. La ligne défensive, on va faire un global, hein, on va pas forcément séparer les defensive tackles des defensive ends, on va faire un gros groupe de lignes défensives. Nick Bosa. Est-ce qu'on veut un Nick Bosa encore Defensive Player of the Year? J'imagine que oui, mais est-ce que c'est ce qu'on attend principalement de lui, Kevin? Moi, je veux le record de sacs sur une saison, s'il vous plaît. Je veux que Nick Bosa mette son nom à la première place de cette statistique. On ne peut plus continuer. C'est Michael Strahan, je pense, hein, le recordman. Lawrence Taylor. Lawrence Taylor. Non, c'est TJ Watt qui a battu le record de Michael Strahan il y a 2 ans. Hein TJ Oui, Watt a TJ. battu, ah ouais. Ok. Ou égalisé. En tout cas, je veux que ce soit Nick Bosa, c'est tout. C'est non négociable. Voilà, Ouais. c'est tout ce que j'avais à dire. Alors oui, c'est ça. Alors attention par contre, j'aimerais bien que les stats, moi au contraire de Kevin, s'élargissent un peu aux autres joueurs. Parce que quand on regarde le nombre de sacs, j'ai cru lire ça quelque part, mais j'ai peut-être un doute. Il me semble qu'à lui seul, Nick Bosa a plus de sacs que l'ensemble des defensive ends réunis de Ça se- l'équipe. Ça se peut, on n'a aucun autre joueur à plus de 10 sacs l'année dernière. Ce qui en soi est dangereux, je trouve. Parce que ça veut dire que si demain Nick Bosa se blesse, le downgrade, il est quand même, même si on s'en doute tous, le downgrade, il est quand même extrêmement féroce. Donc j'aimerais bien vraiment qu'on retrouve un peu cet esprit que le danger vient de tous les côtés. Et qu'il n'y ait pas besoin d'avoir un double team constant sur Nick Bosa, parce que soi-disant, c'est lui qui va saquer à la fin. Donc, bon, après, il faudra qu'il justifie son contrat à venir, hein. Après que Bossa en mette 25 ou que les autres, que lui il en mette que 15 et puis que les deux autres s'en séparent 5 de plus, ça change pas grand chose au final. Il fait combien de sacs la saison dernière? 17, non? Il n'est pas 17? Un truc dans le genre, je dirais. Quelque chose comme ça, elle est proche de 20 c'est sûr, mais il a pas fait les 20 il me semble. En tout cas, l'équipe est à 44 sur la saison. Donc après, il y a sûrement aussi sur les autres postes. En tout cas, si on prend que les defensive ends, évidemment, il a fait plus que le reste de l'effectif. Après, on va pas rentrer dans le détail là-dessus. Le reste des defensive ends, Drake Jackson, Gonzague, tu as été assez vocal toute la saison sur Drake Jackson. C'est un joueur dont tu nous as beaucoup parlé. Est-ce que déjà tu t'attends à ce qu'il soit titulaire? Et même oui ou non, qu'est-ce que tu attends de lui? Ah bah il le faut. Il le faut maintenant. Là, c'est vraiment la saison de la maturité pour lui. S'il doit prouver qu'il est un réel deuxième tour de draft, c'est cette année maintenant qu'on attend de lui. La saison rookie, c'est terminé. Maintenant, il doit prendre le poste. C'est-à-dire que il faut que sa place ne soit pas l'objet d'un débat en interne. Si c'est l'objet d'un débat en interne, alors t'es pas au niveau qu'on espère de toi. Là, il faut vraiment qu'il soit ce speed rusher qu'on est allé chercher et qu'il soit notamment performant sur les tentatives à la passe adverse. C'est là où on l'attend et il faut vraiment que sa place soit sûre, ce qui veut dire qu'il performe. S'il n'arrive pas, à la guerre, je l'attends moins sur les jeux de course, mais vraiment sur le jeu de passe, je veux que ce left hand outside, ce poste de left hand outside soit le sien. Voilà, il faut vraiment que lui progresse. Il doit assumer son rôle maintenant. Kevin? Ouais, je pense que c'est l'heure là. Il va être titulaire. On le met souvent en opposition avec Clelin Ferrell, mais je pense que Clelin Ferrell s'oriente plus pour être le remplaçant de Nick Bosa. Clelin Ferrell qui a fait d'ailleurs un très bon match en pré-saison. Très intéressant. En plus, je pense qu'il lui tenait à cœur face aux Raiders de montrer qu'ils avaient fait une erreur. Donc c'est ça. Mais ouais, j'attends que Drake Jackson soit titulaire et prenne le poste. Là, comme l'a bien dit Gonzague, on l'a drafté haut. C'est le moment pour lui. Et puis, mais bon, au pire des cas, on a Clelin Ferrell qui semble être un remplaçant intéressant. Mais j'attends pas les deux sur la même chose, hein. Ferrell, je l'attends plutôt sur la course, paradoxalement. Donc je l'attends plutôt pour stopper la course. Donc tout dépend en fait les jeux qui seront proposés en face. Mais par contre, sur tous les jeux de passe, il faut que ce soit Jackson qui ait le poste. Il faut qu'il prouve qu'il mérite ce poste. Ferrell, d'ailleurs, on en attend quelque chose, hormis de la bonne rotation. Bon, on attend un destin à la Harden Key ou à ce genre de gars qui sortent un peu
importe un peu de nulle part C'est ça. qui performe et qui se gagne un contrat ailleurs l'année prochaine. Genre de destin. Ok. Defensive tackle, là il y a 3 noms qui ressortent. On va pas parler des T.Y. McGill ou des Kevin Givens, même si on adore Kevin Givens. Javon Hargrave, première saison, la recrue phare de notre été. Est-ce qu'on attend, Gonzague, t'attends un truc en particulier de Javon Hargrave? Qu'il soit au moins aussi bon que lorsqu'il était chez les Eagles. Il a derrière lui une concurrence qui est féroce. Alors, on l'a pris pour être évidemment titulaire et pour faire un maximum de snaps. Et on attend vraiment, et c'est là où j'attends vraiment beaucoup de Hargrave, c'est que j'ai toujours un peu en souvenir, moi qui est un peu un vieux con, la défense de l'époque de Vic Fangio, où on était imbattable à la course et où on subissait aucun touchdown à la course. Et je trouve encore aujourd'hui, intérieurement, qu'on encaisse trop de touchdowns à la course. Et c'est là où j'attends Hargrave, c'est sur le jeu de course. Stop le jeu de course vraiment de la meilleure manière qui soit. Et si tu peux aller chercher un sac sur une 3e tentative parce que tu as réussi à percer la poche en face, auquel cas on ne va pas s'en priver. Mais c'est surtout là-dessus. J'aimerais vraiment que grâce à lui, on arrive à augmenter notre défense contre la course, qui est déjà très bonne, c'est pas la question, mais sur laquelle j'aimerais que ce soit la meilleure de la ligue et qu'on en parle dans 10, 15, 20 ans comme on en parle encore de celle de Vic Fangio à l'époque. Kevin? Étonnamment, j'attends plus un autre Javon à ce poste. Il s'appelle Javon Kinlaw. Moi, j'attends de lui qu'il comprenne que, ok, là, on a recruté un joueur à son poste qui est dans le top de NFL à ce poste-là. Et voilà, c'est ça qu'il faut atteindre, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ce genre de joueur qu'il faut réussir à battre. Donc, c'est ça que j'attends de lui, qu'il montre qu'il puisse matcher un joueur comme ça et qu'il finisse par prendre l'ascendant. Ce serait le scénario rêvé, mais qu'il finisse par prendre l'ascendant sur un Javon Hargrave d'ici la fin de la saison. Ouais, tu vas loin. Javon Hargrave, c'est quand même. Non, mais c'est ça, je dis un scénario rêvé. Je dis pas que c'est ça qui va se passer. Bien sûr. C'est ce que j'attends de lui parce que à la position où on l'a drafté, c'est un joueur qui devrait déjà être infiniment plus établi qu'il ne l'est. Il devrait être infiniment indiscutable. 13e choix de draft, normalement, c'est infiniment indiscutable, surtout au poste de defensive tackle. Je suis d'accord avec tous les deux. Moi, Javon Hargrave, ce que j'attends, je suis totalement d'accord avec Gonzague, c'est qu'il soit ce premier rideau du jeu de course. Parce que tu l'as dit, notre jeu de course était déjà très bon, mais il était très bon grâce principalement à nos super linebackers. Là, dans le monde idéal, le coureur, il arrive même pas jusqu'à Warner et Greenlaw, il s'est éclaté avant. Et pour Kinlaw, moi j'étais le premier défenseur de Javon Kinlaw dans ce podcast. Je recite souvent sa saison rookie où il était tout seul défenseur dans une équipe décimée. Moi, ce que j'attends surtout de Kinlaw, encore plus que le fait qu'il arrive à battre Javon Hargrave, chose à laquelle je ne pense pas qu'il soit capable, c'est déjà qu'il soit pas blessé tout le temps, quoi. Qu'il fasse une saison complète, même une saison complète en rotation, mais déjà qu'on le voit sur le terrain, parce que ça fait 2 ans qu'on l'a pas vu, quoi. Et enfin, Arik Armstead, la valeur sûre de notre defensive tackle. On y attend quelque chose de particulier ou toujours du même acabit? S'il se maintient où il est, ça sera parfait. Voilà, qu'on ait le plus de fois l'occasion de le voir se caresser le ventre, ça veut dire qu'il aura réussi son sac. Une des meilleures célébrations de NFL. Et puis comme plusieurs autres joueurs, c'est quelqu'un qui a l'habitude de rater des fois 3 à 4 matchs consécutifs, donc espérons aussi que la santé suive bien. Putain, mais d'ailleurs, entre Arik Armstead qui va se caresser le ventre, Nick Bossa avec ses mains sur le côté et Javon Hargrave dont la célébration c'est de mettre un gigant coup de pied dans une porte invisible, je pense qu'on va être pas mal niveau célébration de sac. Ça va être sympa. On attend plus que les sacs en question. Tant que Javon Hargrave n'envoie pas un coup de pied sans faire exprès sur Nick Bossa qui est obligé de faire son geste de la main derrière, tout va bien. Elle va être amusante notre ligne. Une autre partie de notre effectif qui est très amusant, c'est les linebackers. Bon, est-ce qu'on s'attarde un peu comme toutes nos superstars? Est-ce qu'on s'attarde sur Fred Warner où il continue à être absolument extraordinaire et le meilleur linebacker de la ligue sans aucune discussion possible? Justement, tu viens de le dire. Que voilà. Une bonne fois pour toutes, les supporters des Eagles, les supporters des Giants, les supporters... Alors Eagles sur linebacker, ils sont pas dans la discussion. Non, mais je veux dire, n'importe quelle franchise qui soit pas la nôtre, arrête de nous pondre un débat à la mort moelleux que un tel ou un tel est en concurrence avec Fred Warner pour être le meilleur linebacker de la ligue. Stop, non, Fred Warner est le meilleur linebacker de la ligue. Stop, terminé. Voilà, c'est là où j'attends Warner. D'avoir ce dernier petit coup de rein qui permette à n'importe quel fan de NFL qui n'est pas supporter des 49ers de dire dans une discussion de comptoir le meilleur défenseur de la NFL, c'est Fred Warner. Point barre. Et qu'on arrête des débats sans fin parce qu'un tel de telle équipe, soi-disant, est tout proche de lui. Non, stop. Voilà. Moi aussi, ça amuse les gens de croire que leur linebacker est meilleur que Fred Warner, tant mieux, mais nous, on sait ce qu'on a.
C'est ça. Est-ce qu'on sait ce qu'on a avec Dre Greenlaw? Est-ce qu'on sait vraiment d'ailleurs? C'est une vraie question, hein, je rigole même pas là-dessus. Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on a avec Dre Greenlaw? Est-ce qu'on... Parce qu'évidemment, la saison dernière, elle était absolument extraordinaire, mais est-ce qu'on a envie? Est-ce que vous avez envie qu'il confirme, qu'il fasse la même chose? Ou alors qu'il continue sur son explosion qu'il a fait la saison dernière pour devenir les nouveaux Navarro Bowman, Patrick Willis? J'ai hâte de voir s'il a continué à colmater les brèches qui semblaient y avoir dans son cerveau en début de saison. Parce que dans la deuxième moitié de saison, c'était mieux. Donc on attend qu'il y ait encore moins de pétages de plomb qui lui ont valu des petites mésaventures. Mais à part ça, c'est le complément parfait de Fred Warner. Imaginez-vous les choix de draft qui nous ont permis d'avoir cette paire de linebackers. C'est complètement dingue. Que ça continue comme ça et que ça produise comme ça, c'est incroyable. Un 3e et un 5e tour, tout simplement. Sur Dre Greenlaw, j'attends pas moi qu'il se mette le cerveau à l'endroit. Je pense qu'il en est strictement incapable. Ça fait partie de sa nature et c'est ce qui fait qu'il performe de cette manière sur le terrain. Donc je n'y crois pas. Par contre, c'est cette année où on va voir est-ce que Dre Greenlaw est le Christian McCaffrey de la défense, c'est-à-dire capable de surperformer lorsqu'il est sur le terrain, mais qui va être amené à se blesser de temps en temps dans une carrière, ou est-ce qu'on tient notre Elijah Mitchell de la défense, c'est-à-dire un joueur qui, une année, nous a sorti une année quasi complète et qui, derrière, aura constamment des soucis de blessure. Moi, c'est là où il m'inquiète, Greenlaw, c'est plus sur sa santé. C'est un joueur explosif qui se donne à 2000%, avec les risques que ça peut comporter. Est-ce qu'il est capable de rester une deuxième année consécutive sur le terrain à 100%? C'est là où je m'interroge et que j'attends de voir la suite. Après, il arrive à maturité, au pic de sa carrière, avec le bagage physique qui va avec aussi, de solidité. Tout est en place. Il a 26 ans. Il est au summum de ce qu'il va être. Donc, probablement que la solidité va avec aussi. Bah, oui et non, parce qu'il a quand même un jeu extrêmement explosif. Il fonce tête baissée. Je me dis, un jour, ce mec va se briser la nuque. Tu vois, il a quand même un jeu à danger en tant que tel. Donc, voilà, c'est là où j'attends de voir. Je n'ai pas le moindre doute que sur le terrain, il sera capable de performer comme d'habitude. Ça, je n'ai pas le moindre doute là-dessus. J'espère juste qu'il pourra faire 17 matchs dans une saison, plus des playoffs derrière. Sur un autre poste, on va passer au poste de cornerback, avec en premier lieu Charvarius Ward, auteur d'une très belle saison l'année dernière, hein, on est tous d'accord là-dessus. Cornerback numéro 1 chez nous, ça fait aucun doute. Est-ce que top 5 cornerback, top 10 cornerback de la ligue? C'est ça qu'il doit viser? Pour moi, c'était un fond de top 10 l'année dernière. Moi, j'attends qu'il continue comme ça. C'est très difficile de dire pour Charvarius Ward, parce que ça dépend de quoi on parle en fait. Si on dit d'un cornerback, même si c'est pas celui qu'on attend le plus, qu'un cornerback doit être bon contre la course, il est le meilleur cornerback de la ligue, purement et simplement. Si après on l'attend plus sur la passe, notamment sur son jeu en zone, je rejoins Kevin, c'est un joueur qui se situe entre le top 10 et le top 15, à lui de prouver à l'ensemble des fans de NFL qu'il est définitivement un top 10. Voilà, c'est plus dans cette logique-là, et surtout, j'attends de lui plus de régularité. On en a vu par le moment Charvarius Ward baisser en régime sur 1 ou 2 matchs, alors ça allait jamais plus loin, mais il nous l'a fait. Donc à lui de nous prouver qu'il est capable d'être beaucoup plus régulier dans la performance, et auquel cas on sera tous ravis. Mais je pense que d'ailleurs c'est ce qui lui manque pour être pas fond de top 10, mais proche top 5. C'est pas un certain, il sera pas dans le top 3, mais un proche top 5, c'est ce qui lui manque, c'est la régularité sur toute une saison. Ouais, j'ai toujours en tête les 2 matchs face aux Seahawks en saison régulière sur DK Metcalf, et notamment le premier. S'ils sortent des matchs comme ça chaque semaine, il va l'intégrer ce top 5. C'était complètement fou la couverture qu'il a réalisée sur DK Metcalf. Deomodore Lenoir, je pense que c'est un des joueurs, globalement on se pose le plus de questions, parce que c'est un titulaire, il a gagné ses galons la saison dernière, mais est-ce que vous êtes inquiet que notre cornerback 2 soit Deomodore Lenoir, ou est-ce que vous êtes plutôt confiant? Gonzague, est-ce que tu t'attends à ce que Deomodore Lenoir devienne un cornerback 2, un cornerback même 1,5, ou alors tu t'attends à ce que ça soit peut-être la saison un peu difficile et qu'on souffre sur les receveurs 2? Je crois que le meilleur terme, c'est intrigué. Je suis vraiment intrigué qu'il confirme le niveau qu'il a montré l'année dernière.
Il ne faut pas oublier qu'à la base, ce n'est pas son poste préférentiel, ça reste un slot cornerback à la base. Il est petit en taille, ce qui n'est jamais bon pour un cornerback extérieur, mais il nous a prouvé, malgré ça, qu'il savait jouer avec l'agressivité nécessaire pour compenser tous ces défauts-là. Donc, en soi, j'ai envie de dire, ouais, ce serait bien qu'il confirme, parce que s'il a du mal à confirmer, tout au long de la saison, ça risque d'être un peu le poste, ce qu'on appelle un peu aux États-Unis le hot seat, c'est-à-dire vraiment où son poste est en jeu. Par rapport à d'autres qui poussent, on va certainement en reparler tout à l'heure, mais il y a un joueur qui semble pousser très fort au camp d'entraînement qui est Deshaun Jamison. Vraiment, c'est à lui de défendre son poste, la bec et ongle, parce que s'il baisse en niveau par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière, il pourrait se retrouver en danger. Mais sinon, pour le reste, moi, je suis confiant. Kevin? Voilà, la concurrence est quand même rude. Il y a Samuel Womack, il y a Isaiah Oliver qui est arrivé, il y a Jamison qui t'a dit qui pousse très fort aussi, qu'il n'a pas le droit d'être ne serait-ce qu'un tout petit peu moins bon que la saison dernière. Mais ça reste un jeune joueur, ça va être sa 3e saison, je pense, dans la ligue. Donc ouais, on attend, on a besoin de ce cornerback 2. Il a fait un job exceptionnel la saison dernière par rapport au statut qu'il avait en début de saison. Ouais, on attend qu'il confirme. T'as parlé de Jamison, t'as parlé de Womack, t'as un autre joueur qui fait apparemment très bonne impression comme entraînement, c'est Ambry Thomas. Effectivement, et puis c'était sûrement le meilleur joueur du match face aux Raiders, le premier match de pré-saison. Au moins un joueur à garder. Après, ça reste Ambry Thomas, il part de tellement loin. Il avait tellement d'absences, je veux bien croire qu'il va en avoir moins. Mais gommer toutes les absences, ça va être compliqué. Mais est-ce que justement, est-ce qu'avec ses performances, il n'a pas validé, je pense, ce qui était l'essentiel pour lui, Ambry Thomas, une place dans les 53 potentiellement? Ouais, il y a une bonne chance. En ce moment, le depth chart actualisé le donne 2e cornerback de l'effectif derrière Charvarius Ward. Enfin, deuxième parmi les remplaçants, je parle. Donc, c'est un joueur qui va faire partie de l'équation et je pense que c'est un joueur qui peut clairement faire partie de l'effectif, mais plus en 5e cornerback, peut-être 4e, gros max. Autre joueur qui devrait être titulaire, qu'on a recruté cet été, c'est Isaiah Oliver. Alors, Isaiah Oliver, c'est un cas un peu particulier parce que moi, j'en attends beaucoup. Parce qu'il a fait des très très belles choses chez les Falcons, mais des retours qu'on a du camp d'entraînement ne sont pas fameux sur Isaiah Oliver. Apparemment, il y aurait des doutes sur son réel niveau, aussi bien que certains insiders auraient dit qu'il y a une réflexion chez les 49ers pour passer Deomodore Lenoir peut-être en nickel et voir lequel si Samuel Womack pourrait potentiellement, ou Deshaun Jamison, ou Ambry Thomas, pourrait se faire une place à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on pense de ça? Tu penses quoi, Gonzague? Alors, comme toi, je serais extrêmement surpris qu'il n'aille pas chercher un peu de tueur au moins pour le début de la saison, parce que on l'a quand même recruté pour ça, on le paye pour ça, donc ça risque d'être compliqué s'il n'est pas titulaire. Après, on connaît Kyle Shanahan, s'il ne performe pas, il sera sorti. Donc, moi j'ai des attentes vis-à-vis de lui. J'ai lu exactement la même chose que toi, donc c'est ça qui est inquiétant. Espérons qu'il va se reprendre. Après, n'oublions pas que c'est un joueur qui a une carrière en dents de scie. Avant d'être très bon chez les Falcons la saison dernière, c'est un joueur qui avait été quelque peu décevant. Et puis, pour la belle histoire, je rappelle une énième fois que j'aimerais bien que Oliver performe chez nous, puisqu'il était le remplaçant d'un certain Ahkello Witherspoon à Colorado. Donc l'histoire serait belle, que nous ayons un Isaiah Oliver titulaire chez nous. Ce serait assez drôle pour rattraper ce sacré garnement de Witherspoon. Ahkello Witherspoon, légende de San Francisco. Ah ouais. Kevin. Ouais, Ahkello Witherspoon, si on a la même chose du côté d'Oliver, merci. Mais je sais vraiment pas quoi en penser. C'est quand même quelqu'un qu'on paye quasiment 7 millions sur 2 ans. Je veux même pas penser qu'on a fait une erreur de casting sur le bonhomme. Donc non, je pense qu'il faut le mettre titulaire. J'avoue que ça m'a beaucoup surpris de le voir aligné en pré-saison. C'est le seul joueur qui s'approche potentiellement d'un rôle de titulaire qui était sur le terrain. Preuve sans doute qu'il y a certains doutes justement dans le coaching staff, mais je peux pas croire qu'il sera pas titulaire à la première semaine. C'est une des recrues phares de l'intersaison. Ahkello Witherspoon, d'ailleurs, ça va vous faire plaisir, qui est annoncé pour l'instant dans la depth chart des Rams comme titulaire. On va l'affronter 2 fois cette saison. Ça va être sympa. Magnifique. C'est pour ça que je dis que
Deebo Samuel va nous faire une grande saison. Il va nous pondre 300 yards. D'ailleurs, il se fait une belle tournée de NFC West parce qu'il me semble qu'il a défendu les Seahawks aussi. Oui, il a fait les Seahawks, exactement. Ah ouais, non, mais alors, Akello Witherspoon et sa qualité de plaquage sur Deebo Il a fait Samuel, les- je veux voir. Il a fait les Seahawks, il a fait les Steelers. Comment ce mec-là a encore un contrat? Bref. Et annoncé titulaire dans une depth chart en moins, qui est plus est. Le poste de safety, premier nom, Talanoa Hufanga. Jeune joueur encore, on a tendance à l'oublier tellement il a été extraordinaire l'année dernière et qu'il jouait comme un vétéran. Talanoa Hufanga, est-ce que c'est saison 2022 all over again jusqu'à la fin de sa carrière, ou alors c'est développement jusqu'à devenir le meilleur strong safety de la ligue? Non, il doit entrer dans ce nouveau statut. Après, c'est dans le même cas qu'un Brock Purdy ou qu'un de ces joueurs-là qui a fait, ou qu'un Aaron Banks par exemple, qui sort une énorme saison de nulle part. Il va arriver sur une saison de la confirmation où les équipes vont l'attendre et c'est là que ça peut devenir compliqué pour lui, mais ça doit devenir un pro bowler régulier à ce poste. Après, l'avantage qu'il a par rapport à d'autres mecs, pas forcément à San Francisco, mais dans d'autres équipes, c'est que, ok, il va être attendu, mais la défense de San Francisco, c'est un peu choisi ton poison quand même. C'est vrai, il y a tellement de joueurs devant lui que ça lui facilite quand même grandement le travail. Gonzague, Hufanga? Ah bah moi c'est très simple, j'attends qu'il soit notre Troy Polamalu des années à venir, c'est-à-dire que les plus jeunes supporters n'ont pas connu ce joueur à celle des Steelers, mais j'attends de lui que Hufanga soit notre Polamalu à nous, dans l'intensité, dans le style, dans l'opération marketing qu'on peut en faire autour à travers ses longs cheveux. T'as envie de voir Hufanga dans des pubs Head & Shoulders pendant la mi-temps des matchs? Exactement, c'est ça. Voilà, je veux que ce soit notre Polamalu à nous. Non, et par contre, encore une fois, je vais encore me répéter, non, le seul point de vigilance le concernant, c'est son historique blessure. J'ai l'impression de répéter la même chose sur tous nos top players. Mais c'est vrai qu'il y a cet amour d'aller chercher des joueurs talentueux, mais sujet possiblement à blessure. Hufanga, il a ce passif, notamment en université, de blessures récurrentes. À lui, de rester bien sur le terrain et qu'il soit encore meilleur la saison prochaine et qu'il soit reconnu tous comme un top safety et qu'il nous fasse des pubs Head & Shoulders, ça n'en peut finir. Voilà, je veux ça. Après, contrairement à d'autres joueurs que tu as cités, il a très peu de passifs blessures en NFL. Oui, en université, ok, mais il fait des saisons très complètes depuis qu'il est là. Nous sommes d'accord, mais voilà, je connais cet historique. Et à partir de là, je lui souhaite en effet de ne pas être blessé. Et à partir de là, tout va bien. Tout va bien. De toute façon, et dans le pire des cas, on a J.R. Brown derrière qui est capable aussi bien d'assurer en strong qu'en free. Donc, bon, wait and see. À ses côtés, il y aura encore une fois Tashaun Gibson, une bonne surprise de la saison dernière. Là, je pense, c'est mon avis, vous dites-moi si vous pensez la même chose ou si je me trompe. Tashaun Gibson, on attend la même saison qu'en 2022, à savoir du très solide pour un vétéran. Voilà, point. Même un petit peu moins bien reste acceptable. Au final, il a tellement été impressionnant l'année dernière. On peut s'attendre aussi à une baisse de productivité à son âge, mais il a été tellement incroyable l'année dernière. Je pense qu'il fait 5 ou 6 interceptions, quelque chose comme ça dans la saison. Je crois que c'est notre meilleur intercepteur. Exactement. C'est là où, en fait, où je pense que s'il est vraiment dans le même mood que l'année dernière, ça me paraît compliqué pour lui de baisser en niveau, parce qu'en fait, le poste de free safety est tellement dépendant en termes de stats des performances du front 7. Quand un quarterback adverse va voir tomber sur lui Nick Bosa, Drake Jackson et Javon Hargrave par le centre, qui va devoir envoyer dans la précipitation, c'est là où on attend Tashaun Gibson. C'est l'interception là où il faut. Et non, je suis très très confiant. Sur Gibson, je suis très confiant. Et puis comme tu le dis sur Gibson, ouais, il est très dépendant du niveau du front 7 et de la défense. On l'a vu l'année dernière, il a repris goût au football de ce qu'il a dit et de ce qu'on a vu sur le terrain, et je pense que c'est surtout ça qu'il faut attendre, c'est que je pense que Gibson sera bon si le reste est bon, et je pense que Gibson sera mauvais si le reste est mauvais. Je n'ai pas de doute sur le fait que notre défense sera bonne, et du coup je pense qu'il sera bon. Parfaitement résumé. Sur la suite, alors là, les special teams. Bon, voilà. Bon, on va passer rapidement. Mitch Wishnowsky, on a envie que ça continue pareil. Tybor Pepper aussi. Voilà, allez hop. Très bien. On parlait la semaine dernière de Jake Moody et on disait qu'on était plutôt confiant et qu'on s'attendait à du bien. Nanani nanana. Résultat, il a été à chier contre les Raiders. C'est même pas son coup de pied de 58 yards qui reste un coup de pied difficile en NFL, même s'il aurait pu le mettre et qui est comme passé bien à droite. C'est son premier de 40. Résultat, 0 sur 2 au field goal. Alors, Gonzague, 3 questions. La première,
est-ce que tu attends quelque chose de Jake Moody? La deuxième, est-ce que Zane Gonzalez a sa chance? La troisième, est-ce qu'il faut appeler tout de suite Robbie Gould? Tit. Alors, Robbie Gould? Ouais, non. Alors, c'est pas où je commence. Alors, oui, moi, personnellement, j'étais pour qu'on re-signe Robbie Gould en tant que tel. J'ai envie de te dire, attendons de voir quand même le deuxième match pour voir si c'était pas un problème de stress, ce qui déjà pour un poste de kicker est inquiétant. Ne pas savoir gérer son stress quand tu es kicker, c'est un problème. Voilà, mais c'est sûr que ce qu'on a vu, c'est à tomber de sa chaise, quoi. Donc oui, en soi, soit on rappelle Robbie Gould. Moi, ce qui m'énerve d'autant plus, c'est que dès lors que j'avais fait une croix sur Robbie Gould, on avait fait nos choix de draft. Et moi, j'avais pris Carlson des Raiders, les amis, lui. Non, c'est pas le même Carlson. Ah, t'es sûr? Oui, celui des Raiders, c'est Daniel qui est là depuis 1000 ans chez les Raiders. T'es sûr que c'est pas celui d'Auburn? Oui, ça. Ouais, C'est le grand frère. Carlson, effectivement. C'est le grand frère de Carlson, mais qui était à Auburn également. Mais c'est autant pour moi. Celui des Raiders, c'est Daniel je plaide coupable. qui est un des meilleurs kickers de NFL depuis 10 ans, quasiment. Bon, et en tout cas, si on son frère est chez les Packers. D'accord, ok, bon, autant pour moi. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu sur Moody, c'est très, très, très inquiétant. Il y a toujours ce problème depuis Janikowski qui lui avait su prouver sa valeur en étant pris très haut, des kickers sélectionnés trop haut, quoi. Et là vraiment, il faut vraiment qu'il se reprenne. Donc moi, j'ai envie de lui donner sa chance. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Un kicker pris au 3e tour, j'ai envie de lui donner sa chance jusqu'à la fin de la pré-saison. Si à l'issue de la pré-saison, c'est de la cata, que Shannon assume son côté, je me fous de qui j'ai pris à tel choix de draft, je mets les meilleurs sur le terrain. Prends ton téléphone, appelle Robbie Gould, tu lui donnes un contrat d'1 an, on arrivera à l'intégrer au cap space. Mais là, on doit gagner le Super Bowl cette année, et on sait l'importance d'un kicker pour aller chercher un Super Bowl. On ne peut pas se permettre ça. Voilà. Zane Gonzalez, j'en pense rien, parce que pour moi, il ne vaut pas plus. Mais voilà. Là, c'est pas possible. Ce que j'ai vu est inacceptable. Kevin? Ouais, moi c'est pas tant qu'il rate qui m'inquiète, parce que ça peut arriver un premier match, du stress, le ballon touche le poteau, ok, mais là c'est des kicks qu'on dirait un gars qui a jamais tapé dans un ballon de sa vie, quoi. Ça part je ne sais où, c'est une catastrophe, quoi. Et puis ça tranche. Ce qui est con, bon, sur le 40 on n'a pas de doute, mais ce qui est con sur celui de 58, c'est qu'il a la distance, quoi. Ouais, ça, on a jamais douté qu'il a la patate 58, dans le pied. on peut avoir des doutes sur certains kickers de savoir s'ils ont la distance. Là, il l'a large, mais ça dévisse, quoi. Ouais, mais on n'entend que ça sur les camps qui tapent des 60 et qu'il n'y a aucun problème. Mais sauf que, oui, ce match tranche aussi avec fondamentalement sur le camp où, soi-disant, c'est le meilleur kicker qui existe sur la planète, quoi. Et puis le gars s'aligne en match et il nous fait j'ai même pas les mots, quoi. Donc, ouais. Comme je suis de l'avis de Gonzague, il reste 2 matchs de pré-saison. Continuons à lui faire taper en pré-saison. Et puis, si c'est aussi catastrophique sur les 2 prochains matchs, on a la chance inestimable que Robbie Gould n'ait pas été signé par personne. Je sais même pas comment c'est possible, mais c'est le cas. Donc allons-y, rappelons-le, il va prendre son million ou son 2 millions pour l'année prochaine, on va le passer dans le cap space et on n'en parle plus. Mais ouais, ça fait peur. Ok, on a fini par ce tour d'effectifs bien complet. Maintenant, on va faire notre liste des 53. Alors, pour rien vous cacher, Gonzague a déjà fait une petite liste, donc on va s'appuyer sur celle de Gonzague pour le nombre de joueurs par poste. Combien de quarterbacks? Personnellement, j'en ai pris 3. Je pense qu'on va tous pas de discussion. Oui. Pas de discussion. Purdy, Lance, Darnold. Quelque chose à ajouter, notamment sur le 4e, non? Personne? Non, Brandon Allen qui a fait quelques belles passes, mais ça reste quand même trop. Practice squad. Ouais. Le poste de running back. J'en ai pris 4. Vas-y, dis-nous. Je suis parti sur Christian McCaffrey, Elijah Mitchell, Tyrone Davis-Price et Jordan Mason. Je suis d'accord. Kevin? Ouais, là-dessus, aucune discussion aussi. Fullback, Juszczyk. Juszczyk, le seul et unique fullback. Le poste de receveur. Alors,
Là, j'étais vraiment, vraiment emmerdé. J'en ai pris Alors, 6. 6. Ok. Voilà. Ayuk, Samuel Jennings, on passe à la suite. Ayuk, Samuel Jennings. Alors, pour la suite, je me suis vraiment tortillé par tous les sens parce que je voulais prendre 6 receveurs et j'arrivais pas à en avoir 6. Je me suis quand même maintenu sur les 6 parce que je pense que c'est important d'avoir de la profondeur sur ce groupe. Donc, je maintiens Ray McLeod, évidemment. J'ai envie de donner une dernière chance, alors que pourtant je suis le premier à taper sur le joueur. J'ai envie de donner une dernière chance à Danny Gray. Mais c'est sa dernière. Et s'il ne performe pas d'ailleurs durant l'année, c'est typiquement un joueur d'ailleurs qui peut sauter du 53 en cours d'année, dans ma tête. Et j'ai pris évidemment Ronnie Bell, qui pour moi s'est battu durant ses camps et a mérité sa place. Donc Ronnie Bell est le 6e receveur. Rien à redire, je suis d'accord avec tes 6. Will Snead est ma grande victime. Chris Conley et Willie Snead, Ouais. qui sont les victimes. Kevin? Après, la question se pose sur Willie Snead parce que c'est le retourneur jusqu'à ce que McLeod revienne. Donc ça peut jouer là-dessus aussi. Est-ce qu'il prendrait pas la place d'un autre receveur ou est-ce qu'on prendrait 7 receveurs à ce moment-là? La question se pose. Après, peut-être qu'un Jamison, par exemple, va prendre la place de receveur. Mais là aussi, ça pose la question dans les 53. Mais sinon, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai beaucoup aimé Chris Conley sur le premier match de pré-saison aussi, qui était intéressant, mais je pense que ce sera trop juste aussi au niveau du nombre de receveurs. Donc, je garde les mêmes que toi. Tight end, t'en as pris combien? Alors j'en ai pris 4. Et alors là, je pense que ça va être peut-être le poste le plus sujet à débat de tous. Vas-y, on t'écoute. En dehors de Kittle, qui n'est pas un débat. Ross Dwelly, évidemment. Brandon Willis et Troy Fumagalli. Victime Cameron Latou et Charlie Warner. D'accord. Alors j'ai pourtant hésité avec Warner, vous allez me traiter de fou, parce que Warner, ça reste quand même un bloqueur qui peut spécial teamer. Mais j'ai trouvé que Troy Fumagalli, qui est un joueur que j'aime beaucoup depuis Wisconsin, n'a pas la carrière NFL qu'il mérite. Au-delà de sa superbe histoire du fait que c'est un joueur avec 9 doigts, en tant que tel, à cause d'un problème à la naissance, c'est un vrai bon tight end qui, je pense, peut peut-être performer sur le tard et qui peut également pas être inintéressant en special team parce que quand on parle des joueurs de fin de rang, il faut aussi penser special team et je pense que Fumagalli peut également nous apporter quelque chose là-dessus. Donc voilà mes 4 tight ends de mon côté. Warner et surtout Latou pour ton 3e tour de draft mais qui nous fait absolument n'importe quoi depuis les camps sont out chez moi. Kevin? Moi, je laisserai Fumagalli de côté, en espérant pouvoir l'avoir sur un practice squad éventuellement. Et puis, je garderai quand même Charlie Warner en numéro 4 pour son expérience de l'effectif et pour son passif. Shannon a l'air de beaucoup l'apprécier en plus, donc je pense qu'il fera partie des 53. Je pense que tu auras raison. Moi, je te dis également ce que moi j'aimerais. Mais je pense que tu auras raison. C'est pour ça que j'hésitais entre les deux. Mais je suis comme toi, si je laisse parler le cœur, je pense que je prends Fumagalli et je laisse partir Warner, que je porte pas spécialement dans mon cœur, mais à mon avis, il en fera partie. Quant à moi, c'est également sur le 4e que ça va différer, puisque moi je vais prendre Cameron Latou. Ça reste un choix de 3e tour. Je l'ai survendu, je pense, beaucoup dans le podcast draft, et j'ai envie potentiellement de peut-être y croire. Aujourd'hui, je dis ça se trouve à la fin de la pré-saison, je dirais autre chose. Je pense que c'est un des joueurs qui va être le plus dépendant, comme Jake Moody, des 2 prochains matchs de pré-saison, mais j'ai envie de potentiellement voir Cameron Latou dans les 53, de plus que c'est quand même un 3e tour. La ligne offensive, tu en as pris combien, Gonzague? J'en ai pris 8. Ok, en dehors des 5 titulaires que sont Trent Williams, Aaron Banks, Jake Brendel, Spencer Burford et Colton McKivitz, tu as pris qui? Alors, j'ai pris John Feliciano. J'ai pris... parce que là, ouais, donc là, tu m'as déjà cité les 4. Donc, il faut que j'aille en chercher 4 de plus, c'est ça? Non, je t'ai cité les 5 Les titulaires. 5, pardon, ouais. Donc, John Feliciano. Oui. Matt Prior, dont on ne parle peut-être pas assez. Et le dernier, alors là, je pense que Elliott va me crucifier. Mais Jason Poe, malheureusement, est sacrifié au profit de Jalen Moore. Ça paraît complètement fou. Alors, je m'en explique tout de suite, hein, parce que je préfère évidemment Jason Poe à Jalen Moore. C'est juste que je pense qu'en cas de blessure, Jalen Moore est quand même plus à même à pouvoir jouer sur les extérieurs que Jason Poe. Mais c'est un peu le cœur serré que j'ai sacrifié Jason Poe au profit de Jalen Moore. Je pense que c'est un choix tactique nécessaire, mais ça me fait un peu mal dans la bouche.
Kevin? Je suis d'accord sur John Feliciano. Je suis aussi d'accord sur Jalen Moore parce que je pense aussi que c'est le seul qui a vraiment l'expérience de left tackle à ce niveau-là et dans l'équipe. Et puis j'irai avec Nick Zakelj parce qu'il peut jouer aussi au centre et je pense que Kyle Shanahan va vouloir se couvrir au cas où il y aura un pépin avec Jake Brendel. Donc j'irai avec ces trois-là. Moi, on va sûrement me prendre pour un homer. J'ai évidemment mis Jason Poe dans mes 3 en plus. Et moi, je le mettrai avec John Feliciano. Évidemment, on est tous d'accord là-dessus. Et je suis d'accord avec Gonzague, je le mettrai avec Matt Pryor. Pour moi, on a parlé pas mal de Jalen Moore. Pour moi, ça doit être Matt Pryor, notre tackle 3 en cas de souci. Tu parlais d'expérience de Jalen Moore. Matt Pryor a une expérience assez large. Ça fait longtemps qu'il traîne dans des effectifs NFL. Il n'a pas joué beaucoup de matchs, je regarde ça tout de suite, le nombre de matchs qu'il a joué depuis le début de sa carrière, mais c'est un mec qui traîne dans les effectifs NFL. Il est arrivé en 2018 en NFL, il a quand même joué 60 matchs, dont 24 comme titulaire. S'il est encore là, je pense que c'est quand même pour une raison, et je le vois pas sortir de la liste des 53 pour le coup, même si on n'en parle quasiment jamais, mais c'est peut-être aussi plutôt bon signe. La ligne défensive Gonzague, là on a tout regroupé comme pendant la présentation. Combien t'en as? J'en ai 9. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me permettre de citer les 9 et je vais aussi, pour pouvoir dégager un petit peu les idées de joueurs, sortir un peu ceux qui ont été victimes de mes choix. Vas-y. Donc, j'ai pris Nick Bosa. Évidemment. Drake Jackson. Doute. Évidemment. Clelin Ferrell. Oui. Arik Armstead. Oui. Javon Hargrave. Pour moi, c'est les 5 qui sont absolument intouchables. Javon Kinlaw. Oui. Kevin Givens. Oui. Toy McGill. Et alors, le dernier qui était le plus difficile pour moi, Austin Bryant, sur lequel j'ai beaucoup hésité avec d'autres. Pour la défense contre la course, ça peut évoluer, sachant que mes victimes se nomment Robert Bill, Kerry Hyder, et je n'en déplaise à beaucoup de gens, je sais que c'est un peu douloureux comme choix, Kalia Davis, qui à mon sens n'arrive pas à se remettre de ses problématiques de blessure. Je pense que c'est un talent gâché, pourri par rapport à ça. Donc je le mets à nouveau dans le practice squad en espérant l'élever dans les 53 au détriment d'Austin Bryant s'il arrive à se remettre en bonne santé. C'est lui que je vais chercher si Bryant se blesse. Je suis d'accord avec toi sur Kalia Davis, même si je l'aime beaucoup, je pense qu'il n'est pas prêt. Kevin? J'ai les mêmes à une exception près. Je sors Austin Bryant et je mets Robert Bill à la place. Eh ben, je suis 100% d'accord avec Kevin sur cette liste-là. Je sors aussi Austin Bryant et je mets Robert Bill. Parce que, pareil, rookie, je pense qu'il a du beau potentiel. Je pense aussi que ça peut être le genre de profil. Il y a je ne sais pas si cette réflexion rentre ou pas dans les 53, mais je pense qu'elle peut rentrer sur une fin de choix de 53. C'est le genre de profil très jeune encore, rookie, avec un énorme potentiel qui, s'il va sur le practice squad, il passe pas le waiver. Il part quelque part d'autre. Et je sais pas si San Francisco a envie de prendre ce risque ou pas. Et puis on est quand même sur un poste de defensive end où oui, il y a Nick Bosa, mais après, c'est assez ouvert. Il y a du Clelin Ferrell, il y a du Drake Jackson, mais il n'y a personne qui a fait son trou encore. Il y a une place de titulaire en jeu, il y a une place de numéro 2 en jeu derrière celui qui aura fait son trou à gauche. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire et Robert Bill est clairement un joueur qui peut être pris en considération par le staff, à mon avis. Le poste de linebacker, Gonzague. J'en ai pris 5. Fred Warner, évidemment, Drake Greenlaw, Oren Burks pour son côté special team, même si à mon sens il va laisser son poste de linebacker numéro 3 très rapidement. Dee Winters et notre surprise de l'été, Marcelino McGrary, qui fait partie de mes 53. Son victime, Jalen Graham. Kevin? Je suis un peu embêté parce que je garde absolument tous les noms qu'il a donnés, mais j'aurais aussi aimé inclure un Flanagan Falls que j'ai pas trouvé si horrible que ça l'année dernière et que je pense peut être utile en rotation lointaine. Donc je le garderai en plus, mais s'il y a un nom à enlever dans cette liste-là, je le sortirai quand même. Oui, sur les linebackers, je suis d'accord avec vous. Sur les 5 de Gonzague, Marcelino McCrary-Ball fait une très bonne impression. Moi, je suis plus embêté. Flanagan Falls, rien à foutre. Je suis plus embêté sur Jalen Graham, que j'ai pas trouvé inintéressant contre les Raiders, mais il part de trop loin et je suis d'accord avec vous. Et lui, par contre, pour le coup, c'est un mec qui sera parfait dans le practice squad, qui sera pas forcément très réclamé et qui peut se développer pour pourquoi pas faire les 53 l'année prochaine. Gonzague, le poste de cornerback. Il est intéressant celui-là. Oh que oui. Et comme le poste
comme le poste de O-line, c'est un des postes qui m'a donné le plus de fil à retordre. Oh oui, J'en ai- moi aussi. J'en ai pris 6. Donc, Vas-y. Charvarius Ward, Deomodore Lenoir, Isaiah Oliver, Samuel Womack, Deshaun Jamison. Et pour le 6e, ça s'est joué entre Darrell Luther, Ambry Thomas et A.J. Parker. Je pars, parce que Darrell Luther est blessé, je minimise mon risque. On verra en cours de saison comment ça évolue, mais je pars sur Ambry Thomas. A.J. Parker, pour moi, ayant été très mauvais. Et Ambry Thomas, montrant qu'il semble vouloir donner le meilleur de lui-même lors de ses camps, j'ai envie de lui donner une dernière chance. Par contre, attention, mon petit bonhomme, si Darrell Luther revient de blessure et que tu es mauvais aux entraînements, tu sautes. Voilà. Voilà Kevin. où sont mes 6. J'ai les mêmes, mon seul point d'interrogation, c'est Deshaun Jamison. Qu'est-ce qu'il va montrer sur la fin du camp et sur la fin de la pré-saison? Est-ce qu'on garde une place au chaud pour Darrell Luther et en espérant que Jamison ne sera pas réclamé et va sur le practice squad? Ou est-ce qu'on a besoin de Jamison sur les retours et dans ce cas-là, on sacrifie Luther et on garde Jamison? C'est mon point d'interrogation. Mais dans l'immédiat, je garderai Jamison au vu de ce qu'il montre. Ouais, moi je vais être sur les mêmes 6 que vous. Jamison, surtout pour la méga hype qu'il a en ce moment et ses qualités sur retour. Je pense qu'il part peut-être d'un peu trop loin pour jouer, en tout cas sur le terrain pour l'instant. Et pour la même réflexion sur... c'est même pas en fait Ambry Thomas qui dégage si Darrell Luther revient, c'est que c'est le moins bon des 6 qui dégage si Darrell Luther revient, quel qu'il soit. Même si, et je l'adore, Samuel Womack, il ne confirme pas en fait. Moi j'aime beaucoup Samuel Womack, mais pour l'instant il n'a pas l'air de confirmer. Donc voilà, il y a derrière les 4 titulaires, Oliver, les 3 titulaires, Oliver, Ward et Lenoir. Derrière, ça va se bastonner pour les dernières places. Et Darrell Luther reviendra quand il reviendra de sa blessure. Le poste de safety. J'en ai 4. Je pense qu'on a tous les 4. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute sur celui-là. Oui, il est très. Et alors, lui, je pense que ça a été le plus facile de tous avec le quarterback. Ufanga, Gibson, Jay Brown et George Odom pour la special team. Je suis d'accord. Et les special teams, Moody Wishnowsky-Pepper. Wishnowsky-Pepper, oui. Bah oui, j'ai envie de te dire oui. Dans l'état actuel des choses, si Moody se reprend, oui, c'est Moody Wishnowsky-Pepper. Et évidemment, si par contre, d'ici la fin de la pré-saison, Jake Moody nous fait n'importe quoi, bah, on changera le kicker. Mais sinon, oui, l'ordre, c'est ça. Et il n'y a pas de raison d'en prendre un de plus ou un de moins. C'est comme ça et c'est pas Non, équipe spéciale, il n'y a pas plus. Ok, vous avez quelque chose à rajouter, messieurs? Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Après, je pense que c'est un effectif. Alors, les 53, toute l'année, ça bouge, hein, on le sait. Mais je pense que cette année, vraiment, Shannon veut aller chercher un titre. Je ne serais pas surpris qu'il y ait que les 53 changent quasiment toutes les semaines. Hein. Je sens que cette année, comme Shannon, il va en avoir rien à foutre. Les mecs un peu remplaçants qui sont un peu moins bons, ça va dégager à une vitesse folle. Notamment, on en a parlé justement sur le poste de cornerback. Si tu as un Deshaun Jamison qui passe à côté de son match, il va dégager et c'est le suivant sur la liste qui va monter. Il va en avoir rien à péter. Ah oui, là, je pense qu'il veut aller chercher son titre. Là, maintenant, je vais même plus loin. Je pense Shanahan sincère lorsqu'il dit qu'il n'en a plus rien à secouer du statut d'un tel ou un tel. T'es un premier tour de draft. Mais c'est ce qu'il faut. T'es un troisième choix de draft, Trellens. Eh ben, t'es pas bon, tu dégages, t'es remplaçant. Eh ben, je pense que ce qu'il a dit en faisant allusion à Trellens, je pense que ça va être valable à tous les postes. Alors, je pense qu'il y a quelques protégés comme Nick Bosa ou George Kittle. T'as des mecs qui sont intouchables, Bosa, Kittle, Warner, CMC, etc. Ça te bouge pas, tu vois. Exactement. Par contre, derrière, je pense que même un Isaiah Oliver signé à 7 millions sur 2 ans, t'es pas bon, tu vas dégager en cours de saison. Tu passes sur le banc, tu vois. Je pense qu'il va être sans état d'âme. Donc, ça va être très, désolé pour Olivier, mais ça va être très Bill Belichick style en termes de gestion d'effectifs. T'es pas bon, tu sors, dégage. Donc, et je pense que nous tous supporters, on a un peu tous les dents de se heurter comme ça, si près du titre chaque année. Je pense qu'on est tous dans le même état d'esprit en plus, donc que le coach. Donc, on attend vraiment de chacun. Moi, ce que j'attends vraiment de ces 53, je ne veux pas de diva. Je ne veux pas de diva. Je veux que tout le monde roule. Je veux que ce soit l'armée. Et s'il y en a un qui sort un peu de ce registre, et qu'il entraîne d'autres avec lui dans sa connerie, tu sors.
Puis Mais ça a été la grande force de Shanahan et même du duo Shanahan-Lynch depuis le début, c'est d'avoir recommencé leur effectif à zéro et de s'être entouré de soldats, de vrais soldats et de vrais gars d'effectif. Et tu le vois, l'équipe a l'air soudée et tout le monde rentre dans ce moule-là. Deebo Samuel peut-être un peu mis à part à un moment donné l'année dernière, mais il a l'air s'être remis la tête à l'endroit à ce niveau-là. Donc je suis pas très inquiet. Aucun joueur à problème n'a perduré dans l'équipe. Hein. Regardez où est Ruben Foster aujourd'hui. Effectivement. Donc voilà. Bon, et bah très bien, je pense qu'on a été assez complet sur le sujet. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, dans la nuit de samedi à dimanche à 2h30, 49ers Broncos au deuxième match de pré-saison. Le troisième sera dans la nuit du vendredi au samedi 25-26 août à 4h du matin entre les 49ers et les Chargers. Celui-là, il va piquer à l'heure française. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Et puis, on se dit à bientôt pour un prochain épisode. La saison arrive, on a hâte. Merci les gars, bonne soirée et good night. Niners. Come on. Come on.